Eau turquoise, cocotiers, sable chaud, la Martinique offre un cadre paradisiaque. Et derrière cette image de carte postale se cache une étonnante diversité de paysages. C'est le coin le plus beau de la Martinique, le site le plus haut, le plus beau, le plus joli. Surnommée l'île aux fleurs, la Martinique est une terre volcanique fertile. Vive la banane. Vive la banane. La banane, Guadeloupe et Martinique. À la fois généreuse et raffinée, la cuisine créole saura aussi vous séduire. Alors, le secret, c'est de bien mettre beaucoup de garnitures. C'est comme ça qu'on obtient des acras croustillants. La Martinique, c'est aussi une identité forte, métissée, héritée de l'histoire de l'esclavage. Il est important que nous connaissions cette histoire pour que nous soyons en paix les uns avec les autres. Une région avec un peuple fier de ses traditions. Je prends 45 jours pour le mettre en condition pour aller au Rwanda. Après notre escapade, c'est sûr, vous n'aurez qu'une seule envie. Vous envoler à 7000 km au cœur de l'archipel des Antilles. Direction ce petit coin de paradis. Notre découverte de la Martinique commence par la presqu'île de la Caravelle. Falaise déchiquetée, mer écumante, ce bras de terre long de 12 km s'avance dans l'Atlantique. Toute l'extrémité est une réserve naturelle gérée par le parc régional. Et c'est Robert qui est responsable de ce secteur. Après une carrière dans la banque en métropole, il a décidé il y a 12 ans de revenir au pays, au plus près de la nature. Nous sommes dans la réserve naturelle de la Caravelle. Nous sommes dans une forêt sèche. C'est une forêt qui reçoit moins de 1500 mm d'eau par an et nous sommes en plein dedans. Robert va d'ici peu partir à la retraite. Il est en train de former la relève. Salut Thomas, comment ça va? Bien et toi? Ça va bien? Qu'est-ce qu'on fait Tu aujourd'hui? veux venir me voir? Ben, on va faire un petit tour dans la mangrove. Ok. On va voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Classée depuis 1976, la réserve de la Caravelle s'étend sur près de 400 hectares. C'est un site protégé, un vrai réservoir de biodiversité. Dis donc, c'est quoi cette marque rouge là sur les arbres? Cette marque rouge représente, c'est un danger. Cet arbre s'appelle un mançonnier. Bon, c'est vrai que je l'ai touché, mais je ne vais pas l'écorcher parce que la sève de cet arbre est nocive. Il suffit que ça tombe sur la peau ou dans les yeux, c'est l'hôpital. Cet arbre se retrouve aussi souvent le long des plages. Vous êtes désormais prévenus. Alors, cette espèce s'appelle le gommier rouge, autrement dit le Cimaroba beocea. Les feuilles du gommier rouge, en médecine traditionnelle, c'est radical et en compresse contre la conjonctivite. À Porto Rico et à Cuba, il faut une boutade avec cette espèce. On l'appelle l'arbre à touristes, c'est comme ça s'appelle. Direction à présent la mangrove, cet écosystème si particulier, trait d'union entre terre et mer. Il faut savoir qu'on ne trouve de la mangrove que dans les pays chauds, autrement dit les pays subtropicaux. Et pour qu'il y ait mangrove, il faut une eau au moins à 20 degrés, sinon plus c'est un apport d'eau douce. Ça sert de protection, de nutrition pour les espèces qui naissent dans la mangrove, qui passent soit la totalité de leur vie, une partie de leur cycle de vie dans la mangrove. Donc si on détruit la mangrove, on détruit la vie ici aussi. Aujourd'hui, la mangrove occupe moins de 2% de la surface de l'île, mais son rôle reste essentiel. C'est quel type de crabe? Ce sont des crabes sémaphotes ou crabes violonistes. Donc ils ont une grosse pince et une petite pince. Mais ils ne deviennent pas plus gros. Hein? Donc tu penses bien qu'avec des petits crabes comme ça, on ne peut pas faire un repas. Puis de toute façon, c'est interdit. La mangrove protège aussi les côtes de l'érosion. Les arbres constituant cette forêt tampon sont très particuliers. Le palétuvier, c'est la seule espèce qui peut survivre ou vivre, si tu veux, dans cet espace, dans ce milieu, tout simplement parce que c'est l'espèce qui peut supporter une grande part de salinité du milieu. Il y a plusieurs types de palétuviers. Alors Thomas, observe bien cette espèce, c'est lequel? Alors c'est le palétuvier noir. Ben, au niveau des feuilles, si on regarde bien, on voit des petits cristaux de sel, c'est bien ça? C'est le seul palétuvier dont le sel remonte par les feuilles. Pourquoi? Tout simplement par rapport à l'apport des pneumatophores, on dit des petites racines. Ça permet d'une part la respiration du sol et le sel remonte par les feuilles du palétuvier noir. Là, on voit l'espèce pionnière, c'est le palétuvier rouge, qui est assez caractéristique avec ses racines en échasse, qui permettent aux petits poissons, lorsqu'ils ont éclos, de pouvoir venir se réfugier. Une atmosphère dont ne se lasse pas Robert. C'est très très calme et puis c'est quoi? C'est le clapotis de l'eau, des poissons qui sautent, des oiseaux qui chantent. C'est formidable.
Mais il est un autre endroit incontournable sur la presqu'île. Perchée à près de 150 mètres d'altitude, bercée par les alizés, la table d'orientation offre un panorama imprenable sur toute la Martinique. Alors Thomas, tu vois comment tu es bien. Oh oui. C'est le coin le plus beau de la Martinique, le site le plus haut, le plus beau, le plus joli, lorsqu'on découvre tout cet ensemble. Pas de chance aujourd'hui, la montagne pelée est dans les nuages. On voit très bien la baie du Trésor, bien entendu, et les ruines que nous voyons au fond, ce sont les ruines de l'habitation Dubuc. Une habitation du XVIIIe siècle ayant appartenu à de riches exploitants de canne à sucre. Les Dubuc, surtout connus pour s'être livrés à une intense activité de contrebande. Ils mettaient des flambeaux le long de la côte, et comme il y a la barrière de Kouaï, ils faisaient les bateaux s'échouer sous la barrière de Kouaï. Ils récupéraient tout ce qui avait de valeur, les esclaves, et ils tuaient l'équipage. Donc on suppose qu'il doit y avoir des bateaux au fond de l'eau. Ce n'est donc pas un hasard si cette baie s'appelle baie du Trésor. Direction à présent, le sud de l'île avec ses plages, ses palmiers et son sable chaud. Aux Trois-Îlets, au bord de l'eau, ça déménage. J'ai l'impression que celui-là n'est pas toi. C'est ça qui me perturbe. Le chef d'orchestre, c'est Tati Maryse, notre deuxième guide. En moins d'une heure, elle a installé sa cuisine ici, en plein air. Alors là, je sors tout le matériel pour l'atelier du jour. Donc les planches à découper, les culs de poule, les couverts, on fait vraiment tout ce dont les participants ont besoin pour réaliser les fameux acras et la sauce chien du jour. Tati Maryse est une chef nomade. Elle a lancé ses ateliers itinérants il y a quelques mois, un concept unique sur l'île. Bonjour Françoise. Écoute, alors j'ai oublié de vous préciser, dans la cuisine de Tati Maryse, on se tutoie. Hein. Au menu d'aujourd'hui, des classiques de la cuisine créole, la sauce chien et les acras de morue. L'idée, c'est d'obtenir des ingrédients qui soient mixés très finement. Ils sont très affûtés, donc quand vous allez couper, faites attention aux doigts, d'accord? Oignons pays, ciboulette, persil, piment, citron, le tout dans de l'eau chaude et le tour est joué. La sauce chien est prête. On va goûter à l'antillaise, c'est-à-dire on met pas la cuillère dans la bouche, on met sur la paume de la main et on goûte. Si on aime le poivre, on met du poivre. Oui, il y a du sel, oui, du sel. Est-ce que l'assaisonnement vous va? Tout a commencé il y a 3 ans avec le blog de Tati Maryse, un blog culinaire que j'anime. Au début, je l'ai fait par loisir. Et puis, au fur et à mesure, le lectorat ayant grandi, ça m'a donné l'envie d'aller plus loin. Les ateliers itinérants sont nés ainsi d'une passion, la cuisine, et d'une volonté, créer sa propre entreprise. Alors, la préparation des acras, est-ce que j'ai toute votre attention? Quand je dis chic taillé, c'est qu'on prend le bout de la fourchette comme ça et on détaille comme ça, sans prendre la peau. Vous voyez ce que ça veut dire? Et en fait, on en sort des petits bouts. Voilà. Alors oui, je le redis, chic taillé, ne le dites pas, c'est pas français, ça n'existe pas. Ou alors vous dites, c'est Tati Maryse qui l'a dit. Alors, je chic taille. Voilà, tout à fait Françoise. On m'a toujours dit que j'étais une boule d'énergie et je crois que dans les ateliers, ça se ressent, non? Là, on va passer à l'étape de la friture des acras avec ce que j'appelle souvent le lâcher d'acra. En quantité, tu es pas trop mal. Tu peux quand même me prendre. Alors, voilà. Là, c'est pas le... Voilà, d'accord? Et tu accompagnes le mouvement, n'aie pas peur. Voilà, très bien. Le secret, c'est de bien mettre beaucoup de garnitures. C'est comme ça qu'on obtient des acras croustillants. S'il n'y a pas beaucoup de garnitures, on a des acras qui ont beaucoup de farine et qui sont imbibés d'huile. Que ce soit sur son blog ou dans ses ateliers, Tati Maryse joue la carte 100% antillaise. Moi, j'ai envie, à travers mon activité, de montrer que cette cuisine, elle vaut toutes les cuisines également et qu'elle vaut le coup d'être dégustée et réalisée. Délicieux, délicieux, on a eu un bon coach. Il est une autre douceur qui fait la fierté des Martiniquais, un fruit que nous connaissons tous, et c'est Arnaud qui va nous en dire plus. Il vit ici depuis 6 ans. Il est ingénieur agronome, spécialiste des zones tropicales. On est chez Monsieur Nouvet. Là, on voit déjà un producteur de bananes. La banane, c'est première production de la Martinique, donc
On se devait de venir voir un planteur. Si la filière a connu des difficultés ces 20 dernières années, son poids dans l'économie locale est toujours considérable. La banane, c'est plus de 50% du PIB agricole de l'île. Bonjour Daniel. Bonjour Merci de Arnaud. nous accueillir. Oui, bienvenue chez moi, sur mon exploitation. Aujourd'hui, comme tous les mercredis, c'est le jour de la récolte et du conditionnement. Dans la bananeraie, la récolte proprement dite se fait en duo. À l'aide d'une machette, le coupeur sectionne le tronc et ramasse le régime de bananes. Le porteur le réceptionne. Direction le hangar de conditionnement. Un beau régime, ça pèse combien? Un beau régime entre 35 et 40 kilos. Chaque régime porte en moyenne 120 fruits. Une fois sa gaine de protection retirée, il faut le dépâter. La pâte, ce sont cette grappe de fruits, hein? Cette grappe de banane. Tu veux bien essayer pour voir? Il faut un petit peu attaquer la rampe. Oui, oui. OK, d'accord. Ah, c'est costaud quand même. Oui, c'est quoi? Chaque pâte de banane est ensuite lavée, recoupée, pesée et triée. Longueur, calibre, courbure, aspect esthétique, les fruits doivent répondre à un cahier des charges très précis et rigoureux. Jusqu'à 30% d'entre eux peuvent être jugés impropres à la commercialisation. C'est très, très, très difficile de prendre un régime de banane au champ pour l'emmener au hangar de conditionnement sans causer des dégâts au régime. La peau de la banane, il est excessivement très fragile, très fragile. Au moins de petits chocs, hein, on voit les dégâts. Ergonomie, minutie, délicatesse, l'objectif est donc de réduire au maximum les pertes. Un travail de chaque instant, du champ jusqu'à l'emballage. C'est le poste clé. Un bon emballage permet une bonne vente. Toute la production de Daniel est ensuite exportée vers la métropole. Chaque semaine, depuis les Antilles, ce sont plus de 20 millions de bananes qui traversent l'Atlantique. 10 jours de bateau et elles seront presque sur nos étals. C'est vrai que c'est intéressant que les gens sachent que la banane arrive verte. Oui, Elle est envoyée verte, elle arrive verte en métropole, elle est mise en mûrisserie. Et qu'est-ce qui se passe en mûrisserie? Les cartons sont mis dans des chambres dans lesquelles, grâce à un gaz, l'éthylène, oui, l'éthylène, on arrive à faire mûrir, c'est-à-dire rendre jaunes les bananes avant qu'elles soient envoyées en grande surface pour être consommées. Mais au fait, savez-vous comment pousse un bananier? Un bananier, il faut dire que c'est une herbe géante. C'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Bon, ce qui est important, c'est que cette partie-là, la base du bananier, c'est ce qui fera des racines et c'est de là que repartira les rejets. Ça veut dire que si on prend une banane, qu'on la met dans le sol, ça ne va pas donner une plante. Non. Donc le bananier a une reproduction végétative, c'est ça? Oui, végétative. Qui fait que c'est par le rejet qu'on va avoir un nouveau bananier. La banane n'a pas de graines. Elle n'a donc pas besoin d'agents pollinisateurs pour être fécondée. Tout se joue très tôt en interne. À 2 mois, la formation du régime va se faire ici. Ça veut dire que dans le bulbe, tout est déjà prévu. C'est ça, hein? Absolument. Et que, en fait, si on veut reprendre l'image, ce serait presque comme un accouchement. C'est-à-dire qu'on a une fleur qui se forme dans le bulbe, mais qui est invisible, qui est dans le tronc. Oui. Et la fleur monte dans le tronc sans qu'on la voie. Sans qu'on la voie. Jusqu'au bout de 6 mois, sortir comme un accouchement. La fleur sort du tronc, quoi. Absolument. Ça grossit, ça s'allonge et ça s'ouvre en même temps. Agriculteur depuis 30 ans, Daniel, comme beaucoup d'autres planteurs de la région, s'est aujourd'hui tourné vers une culture raisonnée. Il a par exemple planté de l'arachis, une plante rampante qui couvre le sol de ses parcelles. En investissant sur l'herbe de couverture, on gagne en apportant moins d'eau, on gagne en ayant des bananiers beaucoup plus robustes dont la production est meilleure, on gagne parce qu'en fait notre sol est protégé beaucoup moins d'érosion par la pluie. Et les racines de l'herbe de couverture causent, en fait, entrent dans la terre et oxygènent le sol aussi. Donc c'est génial, en fait. Pour bien comprendre, c'est du tout bénéfice pour le planteur. Et pour la santé des consommateurs aussi.
Ces 10 dernières années, la filière a réduit de 75% l'utilisation de produits phytosanitaires. Vive la banane. Vive la banane. La banane, Guadeloupe et Martinique. Très sucrée. Elle est vraiment très sucrée, très bonne. La Martinique a une histoire forte qui a forgé son identité. Serge est professeur d'histoire-géographie. Fervent défenseur du patrimoine de l'île, il a tenu à nous emmener au mémorial de l'Anse-Cafard. Ici, au large du rocher du Diamant, en 1830, un bateau négrier provenant de Guinée a fait naufrage. 174 personnes ont péri noyées. Le blanc représente à la Martinique la couleur du deuil. Donc c'est un hommage à ces morts, à ces disparus dans ce naufrage. On a cette impression-là qu'ils voudraient effectivement remonter à la surface, mais qu'ils ne peuvent pas, ils sont attirés vers le bas. D'où cette masse qui les entraîne vers le bas. Ils sont enchaînés au bateau. Tous courbés et regroupés sous le poids d'un destin commun. Les personnages sont placés sous une forme triangulaire, ce qui représente le commerce triangulaire. Dans ce commerce, pendant plus de 2 siècles, des centaines de milliers de personnes ont été arrachées à leurs terres africaines pour travailler ici, dans les plantations de canne à sucre. Il est important que nous connaissions cette histoire pour que nous soyons en paix les uns avec les autres et que nous apprenions à mieux nous connaître, à digérer cette histoire et puis à être véritablement nous-mêmes, en ayant digéré notre histoire et en nous accomplissant, nous sommes le produit de tout cela. Longtemps reniées, ces racines africaines sont aujourd'hui assumées et beaucoup de Martiniquais ont décidé qu'il était grand temps de valoriser la culture des ancêtres. Au revoir Gilbert. Voilà. Gilbert est le fondateur de la Savane des Esclaves, un magnifique site de 2 hectares où il a reconstitué à la force de ses bras un village d'antan longtemps. Alors c'est un village typique avec ce qui existait après l'abolition de l'esclavage dans les mornes. Alors quand nos grands-parents sont arrivés dans les mornes, ils ont réalisé des petites maisons identiques avec celles que vous voyez ici. Alors ce sont des petites maisons qui sont faites avec des matériaux trouvés à proximité. Les murs sont en bambou ou en bois, la toiture en feuilles de canne et à l'intérieur, c'est du torchis. Ici, on est dans la maison de Mandoudou, ça c'est la maison familiale pour papa, maman et des 4 à 5 enfants, parce que quand j'étais petit, c'était d'actualité toujours. Ici, on a le petit moulin à coco. Le moulin à coco, c'est pour râper. Alors, on présente le coco ici, et une fois qu'on va tourner la petite manivelle comme ici, le coco, il va tomber en bas, quoi. Pas d'argent, mais très intelligent. Direction la chambre nuptiale. En dodo bio, c'est là, quoi. 50 toiles de jute remplies de paille, quoi. Alors ça s'appelle une paillasse, quoi. Et chaque enfant avait sa paillasse, et lorsque tu peux pisser dedans, il fallait le mettre au soleil le matin, quoi. L'après-midi aussi. À la campagne, dans chacun de ces villages, il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre en autarcie. Fermes, arbres fruitiers, potagers et même jardin médicinal. S'il n'y avait pas les plantes médicinales, nos ancêtres allaient crever sur les habitations, quoi, même après l'esclavage. Quand j'étais petit, les plantes médicinales étaient toujours, comme vous voyez, à proximité des maisons. Et quand il y avait un petit malade à la maison, eh bien, les gens, la seule issue qu'il y avait, c'était dans le jardin, quoi. Parce qu'on a tout, Pour une grippe, pour mal à la tête, mal au ventre, pour un gastro, on a tout, on est complet. Mal aux yeux, on a tout, quoi. La Martinique compterait plusieurs centaines d'espèces de plantes médicinales. Certaines sont déjà reconnues en pharmacopée, comme l'orthosiphon, appelé ici babincha. Pourquoi babincha? C'est parce que la fleur qu'on voit là, qui est très jolie, ressemble au bab du chat, quoi. Alors c'est une très belle plante, mais aussi très nécessaire. Parce que les dames, par exemple, surtout, après l'accouchement, quoi, ils ont toujours envie de perdre un petit peu de graisse, quoi. Ils se sentent un peu trop grasses, quoi. Les belles robes ne rentrent pas encore. Alors ils vont récupérer les feuilles de l'orthosiphon, ils vont faire une bonne tisane avec ça et ils vont boire ça tout au long de la journée. Et ça leur permet d'éliminer beaucoup de graisse, quoi. C'est un diurétique, quoi. 10 ans que Gilbert commente avec le même enthousiasme la visite. Mais pour ce passionné d'histoire et de nature, les choses n'ont pas été faciles. Moi, je suis sorti à l'école, on va dire, j'avais 15 ans. Alors quand j'ai voulu monter mon projet, par exemple, les gens n'ont pas couru, sous prétexte que je n'ai pas fait d'école, quoi, j'ai pas de diplôme. Alors c'était un peu dur pour moi, quoi, de me croire, quoi, parce que pas de diplôme, c'est comme si c'est le gars un peu farfelu qui va monter quelque chose, quoi. Mais à force de courage et de persévérance, Gilbert a réussi son pari. Aujourd'hui, la Savane des Esclaves est l'un des sites les plus visités de Martinique. C'était très important de créer ce village pour revaloriser notre culture. Alors il fallait le garder, le préserver pour pouvoir enfin le transmettre aussi aux générations futures. Surtout, c'est l'avenir. À l'instar de Gilbert, nombreux sont les Martiniquais à défendre et à faire vivre leurs traditions. Comme ici, à la Maison du Bélé,
où chaque soir, l'ambiance est studieuse. 3, bien 2, 3, frapper. 3, frapper. 2, oi, 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 Milo. Aïe, 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 Milo. Milo, Milo, Le belé, c'est une danse qui nous vient des esclaves africains, donc qui sont arrivés en Martinique et qui ont fait un mélange de danse de chez eux avec le mélange de la Martinique, en fait, ce qu'ils voyaient par rapport au maître, en fait. Hitac, hitac, tac, hitac, hitac, tac, hitac, hitac. Moins vite. 1, 2, 3, et De l'Afrique, le bélé a pris son tambour et son rythme indissociable du chant et de la danse. De l'Europe, il a pris le quadrille, une danse de bal à 4 couples très prisée au XIXe siècle. On a 5 éléments. D'abord le chanteur, donc en créole on dit chantait. Les choristes, donc répondaient. Le boitait, donc c'est la personne qui va faire le beat. Le tambouillé et en dernier les danseurs. Tous ces éléments-là vont toujours ensemble, l'un ne va pas sans l'autre. Interdit par les colons esclavagistes, le bélé s'est malgré tout maintenu dans les campagnes, transmis de génération en génération. Bien plus que du folklore, c'est une tradition toujours bien vivante. On trouve autour du bélé des gens de tout âge, des anciens, des enfants. C'est de très bon augure pour le pays, quoi, pour la tradition. Qui dit Martinique, qui dit bélé. Effectivement, il faut que ça perdure pour les enfants, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. En ce dimanche matin, sur la côte Caraïbe, à Lens-Alane, l'ambiance n'est pas au farniente. Robert a voulu nous emmener voir une course de gommiers, un incontournable à ne pas manquer. Les gommiers sont arrivés. Là maintenant, ils vont commencer à se préparer le gommier, préparer les voiles, préparer le matériel. Et puis dans quelques minutes, il va avoir le départ. Le gommier tire son nom du bois à partir duquel il est fabriqué. Tout le corps du gommier est en bois fouillé, qu'on a travaillé pour faire, si tu veux, la carcasse. Et ensuite, le rivage est en planche. À l'origine, le gommier vient des Indiens Caraïbes. C'était une pirogue qui leur permettait de se déplacer entre les différentes îles, d'aller pêcher. Et nous avons récupéré cet outil, d'une part pour le travail au niveau de la pêche, mais nous l'avons récupéré aussi pour se déplacer, pour emmener des marchandises. Et le gommier de compétition est venu bien longtemps après. Aujourd'hui, avec la yole, sa cousine, c'est un loisir et un sport très populaire qui fait partie intégrante du patrimoine de l'île. C'est vraiment martiniquais, on ne trouve le gommier nulle part au monde. Il faut que cela perdure avec les jeunes, toujours formés, parce qu'il ne faut pas que cela meure. Sinon, il n'y a plus de tradition, c'est terminé. Pas d'inquiétude, la relève est assurée. Ils sont en train de mettre la voile sur le mât. Ils ont déjà vu un petit peu l'état de la mer, l'état du vent, donc ils savent quelle voile à peu près mettre pour ne pas avoir des désagréments sur la mer, pour ne pas dessaler, tout ça. Et pour ne pas tomber à l'eau, encore faut-il bien savoir se positionner. Donc en fait, c'est ce jeu-là qui est en permanence, c'est le jeu de l'équilibre, en dépliant, en se couchant, et si c'est nécessaire, on peut aller comme ça aussi. Et là, c'est la position extrême. Sportif donc. Poussez, on pousse. Tu es à ce côté. Voilà. Attention. On regresse là, les gars, maintenant. Allez. Le tout, c'est de partir, mais de revenir. Et de revenir avec la voile. Debout. Poursuivons notre route des saveurs antillaises avec Tati Maryse. Là, je vous amène chez Mirette. Mirette, c'est une amie indienne qui maîtrise la réalisation de la pâte de Colombo.
Le colombo, qu'il soit de poulet, de porc ou de poisson, est un classique de la cuisine antillaise. Bonjour. Bonjour Mireille, tu vas bien? Bonjour Marie, ça va très bien. Mais oui, merci de m'accueillir aujourd'hui. C'est avec plaisir. Mirette est une passionnée de cuisine. Elle va nous dévoiler les secrets de sa pâte à colombo, une préparation préalable indispensable pour cuisiner ce plat traditionnel, authentique et délicieux. Alors, la pâte de colombo, la base de la pâte de colombo, tu commences déjà par prendre du mandia. C'est le curcuma, c'est ce qu'on connaît aussi sous le nom de curcuma. Oui, le curcuma, c'est une racine, hein? C'est de la même famille que le gingembre. Ensuite, il te faut avoir du riz. D'accord. Il te faut avoir du cumin. D'accord. Et la coriandre. D'accord. Après avoir rincé le curcuma dans l'eau chaude, il faut, étape ô combien importante, faire griller le riz. Et à quoi sert cette étape, dis-moi, de faire griller le riz? C'est ce qui donne la consistance de la sauce épaisse. D'accord. Et aussi le bon goût de riz grillé, au fait. D'accord, un goût caractéristique. Oui. Ça, c'est un secret de ta recette ou finalement, le colombo traditionnel, il passe forcément par cette étape? C'est ma grand-mère que j'ai vu faire ainsi, et petite, et puis je regardais. J'ai fait une fois, j'ai échoué, et puis je continue. Le colombo est entré dans la cuisine antillaise avec l'arrivée des Indiens au milieu du 19e siècle. Suite à l'abolition de l'esclavage, ils sont venus pour pallier le manque de main-d'œuvre locale, les valises débordantes d'épices. Donc le curcuma, c'est la base de ta pâte à colombo. Il est plein de vertus. Oui, je ne connais pas toutes les vertus par contre. D'accord. Mais je sais que c'est pour la santé, c'est très bon. Moi, pour ma peau, je passe de temps en temps sur ma peau. Ah, carrément, c'est pas qu'à Oui, je passe sur ma peau. Si j'ai un petit bouton là au visage, je passe dessus. Une chose est sûre, le curcuma a des vertus antioxydantes et anti-inflammatoires. Ah ouais. L'odeur. Ah là, c'est du concentré de curcuma. Oui, c'est du concentré. Ah oui. Notre mélange de riz, de cumin et de coriandre est maintenant refroidi, à son tour d'être mixé. Ah ben là, impossible de distinguer s'il y a du riz dedans. C'est vraiment le secret, moi je dis. C'est bon? J'aime bien. Et c'est pas du tout amer. Ben non, c'est ça, pas du tout. C'est un petit goût de... comme des cacahuètes grillées. Il est temps de mélanger les deux mixtures. J'aime beaucoup utiliser mes mains. D'accord. Quand je fais ce genre de truc. D'accord. Je joue avec la matière. Je fais bien malaxer tout ça. Il suffit maintenant de rajouter un peu d'eau et le tour est joué. La pâte à colombo est prête. Sur mon blog culinaire, si je veux mettre une recette, quelle recette tu me conseillerais pour justement utiliser ta pâte à colombo? Eh bien, tu peux l'utiliser dans toutes les recettes. Dans tout. Dans tout ce que tu fais. D'accord. Elle est prête à l'emploi. Elle est prête à l'emploi. Directement. Que ce soit dans votre poulet ou votre porc, rien de plus simple. Mettez 2 ou 3 cuillères dans la casserole, laissez mijoter et vous avez toutes les cartes en main pour réussir votre colombo. C'est en pleine houle que nous retrouvons Serge. Avec Christophe, ils vont nous faire découvrir Fort-de-France par la mer. Et l'avantage qu'on a en mer, c'est de pouvoir voir cette baie qui est classée parmi les plus belles baies du monde depuis 2011. Qualité de l'eau, diversité de la faune et de la flore, la baie de Fort-de-France, c'est 110 km de littoral, de quoi faire des envieux. Alors Serge, là nous sommes à l'entrée de la baie de Fort-de-France, on voit la Pointe des Nègres. Alors ce nom de la Pointe des Nègres parce que pendant la traite négrière, les négriers arrivaient, donc ces bateaux qui transportaient des esclaves. Ils rentraient dans la baie de Fort-de-France, se positionnaient ici, débarquaient leurs esclaves, qui étaient ensuite positionnés sur une place qui était derrière pour la vente. Donc Serge, on est rentré un petit peu plus en profondeur dans la baie de Fort-de-France. Et là, on voit vraiment la basse ville de Fort-de-France. On l'appelle basse ville parce qu'elle est en contrebas et que tout autour, il y a des mornes, donc des collines, qui encerclent la basse ville. Mais ce qui est important, c'est le fort Saint-Louis. Donc là, vraiment, c'est la base de la création de la ville de Fort-de-France. Élevé au XVIIe siècle, ce fort est l'une des plus belles fortifications de toutes les Caraïbes. Depuis peu, ses portes sont à nouveau ouvertes aux curieux. Voilà, les portes du fort s'ouvrent. Donc là, on voit vraiment les matériaux de construction de la fortification. C'est un promontoire rocheux et qu'on a habillé avec une fortification. Les matériaux utilisés étaient surtout la pierre roche volcanique, qu'on appelle l'andésite. Donc la main-d'œuvre, qui était principalement une main-d'œuvre d'esclaves, allait récupérer, casser des pierres et les ramener ici
pour la fortification. Donc les pierres parlent. Les maîtres n'étaient pas très favorables à ces travaux parce que pendant ce temps, ils ne travaillaient pas sur les habitations à la production de la canne et du sucre. C'est d'ailleurs entre autres l'abolition de l'esclavage qui mettra un terme aux constructions des fortifications sur l'île. Ici, hein, au niveau de la route que l'on voit en contrebas, c'était une rivière qui passait, hein, avec un pont-levis qui donnait sur la demi-lune. Donc la demi-lune, c'est l'espace avancé de protection qui permet effectivement de garder la position pour empêcher l'ennemi de rentrer. En vain, le fort changea plusieurs fois de propriétaire et de nom aussi. À chacune de leurs incursions, les Anglais le rebaptisèrent Fort Edward. Alors ici, nous sommes dans une casemate. Donc cette casemate, toujours creusée dans la pierre, hein, en forme de galerie, nous permet de stocker du matériel, mais aussi tout ce qui était poudre, un poudre à canon. Aujourd'hui, la poudre à canon a été remplacée par une autre, tout aussi explosive, mais plus festive. Donc là, on est sur les chemins de ronde. Oui. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que pendant le 30 décembre, on a les boucans de la baie, donc un spectacle pyrotechnique. Et c'est ici que sont les pas de tir. Donc tout le feu d'artifice part d'ici grâce à l'autorisation de la Marine nationale. Et pour nous, le clou du spectacle est encore un peu plus haut. Alors Serge, nous sommes ici au Grand Cavalier, donc c'est le plus haut sommet. Donc on est à 60 mètres de hauteur du Fort Saint-Louis. Et ici, on a une vue imprenable sur la basse ville de Fort-de-France. On a la cathédrale Saint-Louis, qui rend hommage au saint patron de Fort-de-France, Louis IX. Après, on arrive un petit peu plus sur la droite et tu vas voir le dôme. Tu le vois, le dôme surmonté d'une tige fêtière. Donc c'est la bibliothèque Schellcher qui date de 1893. Elle a d'abord été montée à Paris, dans le jardin des Tuileries, avant d'être transportée pièce par pièce, ici. Alors, au début, le fort s'est appelé Fort Royal. La ville s'est créée. Et moi, j'avais une question à te poser. Comment appelle-t-on les habitants de Fort-de-France ? On les appelle les Foyalais. Qu'est-ce que tu sais pourquoi ? Par rapport au Fort Royal. Voilà, et exactement. Au fait que nous ne prononçons pas les R. Donc un habitant de Fort Royal était un Fort Royalais. La contexture du nom. Et aujourd'hui, un habitant de Fort-de-France est toujours un Foyalais. Un Foyalais. Voilà. Petit moyen mnémotechnique pour vous en rappeler, quand faut y aller, faut y aller. C'est sous un ciel changeant, au pied de la montagne Pelée, que nous retrouvons Arnaud, notre ingénieur agronome. Alors là, on est chez Léon Tisgras, dit Tonton Léon, un des seuls producteurs bio maraîchers de la Martinique. Bonjour Léon. Salut Arnaud. Comment ça va? Ça va bien. Léon nous reçoit dans ce que l'on pourrait appeler le laboratoire de son exploitation. Cette serre, c'est une serre où je mets en place des semences qui vont être adaptées à mon environnement. Donc, je vais déjà les essayer ici. Une serre d'expérimentation donc. Ici sont testées, analysées toutes les variétés de légumes avant d'être mises en parcelle. Alors, c'est la Nova. La Nova, essayée en même temps que la Ecober, on sent que ça va donner. C'est tendre, c'est bon, pas de fil, tu vois. Donc, c'est super. Ça, sa sélection est d'office. Autre travail de recherche mené par Léon, remettre au goût du jour des produits d'antan comme cette variété d'oignons. Il y a eu, à la Martinique par le passé, des produits endémiques, mais qui a disparu, mais certaines personnes ont encore quelques plants, mais qui n'ont plus la force de travailler. Donc, nous avons un travail, nous agriculteurs, de faire revivre, je dirais, ce produit-là. Pourquoi? Ce sont des produits qui sont adaptés à notre environnement. Ce sont des produits qui ne demandent pas beaucoup d'entretien. Ce sont des produits qui poussent facilement. Adaptés et résistants, ils n'ont donc pas besoin de produits phytosanitaires. Et ici, même le désherbage est 100% naturel. Ce type d'animal fait partie intégrante de mon exploitation. Il sert à l'entretien de mes parcelles. C'est ta débroussailleuse. Ma débroussailleuse naturelle. Qui amène des amendements organiques en plus. Donc c'est génial. Ah ouais. Léon a repris l'exploitation familiale il y a 10 ans. Il défend avec ferveur le jardin créole. Le jardin créole, au départ, c'est un jardin qui est près de la maison et qui va nourrir la famille. Une fois le sol préparé, on va emmener plusieurs cultures en même temps sous ce billon qui ont la propriété de se protéger entre elles. On va créer ce qu'on appelle la lutte microbienne. Chaque légume attire des insectes différents qui vont s'affronter entre eux au lieu d'attaquer les plantes. Grâce à cette méthode, Léon n'utilise pas de pesticides. Du jardin créole au bio, il n'y a donc qu'un pas. Cette passion-là de la terre, ça vient d'où en fait? Mon père était passionné
parce qu'il a beaucoup travaillé la plante médicinale dans le jardin créole. Et ça, c'était son hobby et sa passion. Et quand je le voyais faire, quand je voyais prendre des herbes, soigner les animaux, soigner les gens, donner des médicaments aux gens et tout, j'ai trouvé ça mais adorable. Et ça m'a amené le goût de connaître la nature. Aujourd'hui, Léon cultive avec passion 14 hectares de terre. On est en train de récolter des patates douces. Hein. Des patates douces. Hein. Donc ça aussi, c'est un produit très représentatif des Martiniquais. C'est votre patate, quoi. Oui, c'est notre patate, à nous. Ces patates douces, comme tous les légumes de Léon, seront vendues en circuit court sur l'exploitation, les marchés ou livrées sous forme de panier, du sol à l'assiette, presque en direct. Nous retrouvons Robert avec une amie Mireille. Ils nous ont ouvert les portes d'un pit, l'arène où se déroulent les combats de coqs. Plus qu'un sport, le combat de coq est un héritage culturel. Du temps de l'esclavage, le combat de coq n'était absolument pas pratiqué par les esclaves. C'était l'apanage des maîtres. Avec l'abolition, les esclaves se sont appropriés la pratique des anciens maîtres et c'est devenu une activité démocratique en fait. La discipline, en se développant, a généré bien des activités. Éleveurs, sélectionneurs, entraîneurs se partagent le terrain. David est un passionné. Il est à la tête d'une écurie d'une centaine de coqs. Je taille le coq, c'est pour qu'il soit plus compétitif dans le combat. Donc ça veut dire qu'il soit aéré, qu'il n'est pas trop chaud. Parce que s'il a chaud, il ne pourra pas se battre. Il sera essoufflé plus rapidement. Après la mise en pli, place à l'entraînement. Je prends 45 jours pour le mettre en condition pour aller au combat. Donc un entraînement tous les 3 jours. On va lui donner un petit peu de massage cardiaque. C'est comme si c'était un sauteur à la corde, quoi. Vous l'avez compris, ce sont des athlètes de haut niveau et à leurs heures, funambules aussi. La corde, c'est un moyen pour faire un coq perdre du poids rapidement. Là, il fait ses jambes, sa résistance aussi, et le battement d'aile. Donc, c'est un exercice qui est assez contraignant. Pour fabriquer des champions, il n'y a pas de secret. Il faut avoir le bon reproducteur, la bonne poule, la bonne condition physique. Et surtout, la chance de gagner le jour dans l'arène. Dans l'arène, justement, la tension commence à monter. Les coqs sont pesés pour rendre encore une fois équitable le combat. On ne fait pas combattre des coqs de poids différents. Les Martiniquais sont de grands joueurs. Les mises peuvent vite grimper. Malgré les enjeux, rien n'est écrit, tout se passe à l'oral. Les gars qui prennent les paris là, mais ils n'écrivent pas le nom des personnes. Non, tout se fait. Il arrange la foule. C'est la mémoire et la confiance. Les coqs sont parés, les paris pris, place au combat. Le combat n'a pas lieu n'importe comment. Il y a un arbitre, ça c'est très important, parce qu'il y a des règles. C'est une chose sérieuse, on ne fait pas n'importe quoi. Donc tu vois qu'il n'y a pas de... Il y a des coups qui sont portés, mais il n'y a pas de sang qui gicle. Dans tous les cas, le public commence déjà à chauffer, à non pas s'énerver, mais à se dresser. Enfin, chacun soutient son corps. Les combats vont s'enchaîner tout l'après-midi. Ils peuvent durer quelques secondes, comme près d'une demi-heure. Voilà. Donc, celui qui est resté couché, il a perdu. Exactement, le coq qui est resté couché. Voilà. Qu'est-ce qui te plaît exactement? Qu'est-ce qui vraiment qui t'attire, qui te plaît On ne juge personne, en fait. Le seul jugement est porté sur la valeur du coq. Qu'on soit riche, pauvre, qu'importe, béquet, indien, quelle que soit la couleur, l'origine, il n'y a pas de problème. La seule chose qui compte, c'est la valeur du coq. En métropole, les combats de coqs ne sont plus autorisés, mais tradition oblige, ils le sont toujours ici. Un plaisir auquel les Martiniquais ne sont pas prêts de renoncer. Pour reprendre des forces après toutes ces émotions, Maryse nous invite à une pause gourmande. Suivez-moi, on va voir un chef très connu en Martinique, le chef Bredas, qui va nous dévoiler une de ses recettes. Bonjour chef. Tante Maryse. Bonjour.
Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui dans ton restaurant. C'est très agréable de te recevoir ici. Eh ben, merci beaucoup pour cette recette. La recette ne commence pas en cuisine, mais en pleine nature. Au menu de la cueillette, des herbes pour une soupe verte. Ça doit prendre quelques feuilles de Centella asiatica. Là, c'est une pure découverte pour moi. Hein. Ça ressemble à du nénuphar de loin, sauf que c'est pas dans de l'eau. Explique-moi, c'est quoi? La Centella asiatica, c'est la plante qu'on appelle centenaire. C'est une plante qu'on dit qui nous permet de vivre vieux. Ah. Alors, il faut en mettre beaucoup. Ouais, il faut. Et dites-moi, chef, est-ce que c'est une habitude justement de venir comme ça dans le jardin pour réaliser les recettes? Oui, bien sûr, ça fait partie de moi. Je suis un enfant des mondes, ce qui implique qu'aujourd'hui, avec mon expérience, je reviens à une réalité profonde martiniquaise. C'est-à-dire que la nature joue un premier rôle dans ma cuisine. Une cuisine créative qui sait surprendre. Nous allons faire un yam cake. Je l'ai mis en anglais exprès. Yam, ça doit gâteau d'igname. Oui. Dans une crème de betterave. Avec son coulis d'herbage. Et le lambi, c'est pourquoi? Le lambi, c'est le yam cake, c'est au lambi. Ah. Il sera fourré au lambi. D'accord. Le lambi, c'est le mollusque issu de ce coquillage. Pendant qu'il cuit dans un bouillon, préparons la soupe verte et la crème de betterave. Comment est arrivée cette passion pour la cuisine, chef? J'ai voulu entrer à l'école hôtelière pour être barman. Mais en arrivant à l'école, les formateurs, les professeurs de cuisine, et tous, parce qu'on a fait le trop commun, la première année à l'école hôtelière, ils ont tous dit, toi, c'est même pas la peine, tu as des réflexes de chef. C'est cuisine la deuxième année. 30 ans après, Jean-Charles est un chef reconnu, bien au-delà des frontières de l'île. C'est excellent. Waouh! Veux-tu m'épouser? Ah ben attends presque, j'attends de voir la fin de la recette. 2 coups de mixeur. Et le tour est joué. Occupons-nous maintenant du yam cake au lambi. Alors, en assaisonnement, qu'est-ce qu'on y met, chef? Du sel. D'accord. Un petit peu de gingembre en poudre. Et là, ça va être pour le lambi. Un petit peu de muscade. D'accord. Il va rehausser le goût de l'igname. Ne reste plus que la mise en forme. Ah, c'est un paquet surprise de lambi. Voilà. Et c'est Maryse qui le démoule. Tu me dis, hein, parce que voilà, c'est toi qui... Tu appuies dessus, voilà. D'accord, hop. Légèrement, tu fais Et là, monter. j'appuie Voilà. et je fais monter, tout simplement. Voilà. Waouh! Et attends, comment je retire? Tout simplement. Place au dressage. Derrière cette recette se cache en fait toute une réflexion identitaire. Dans cette assiette, on trouve justement ce que nous sommes vraiment, avec une matrice africaine qui est l'igname et une présence forte amérindienne qui est le lambi. Et ensuite, il y a l'apport européen et la betterave. Et puis après, le reste, c'est le lien. Le lien, ce qui fait de nous ce que nous sommes. Le lien, c'est l'indianité. La maîtrise des épices. Bon, je l'appelle cuisine créole, mais en fait, c'est même pas une cuisine créole, c'est une cuisine réfléchie. Ouais, c'est une pensée. Ouais. Une pensée qui se savoure. J'ai envie de faire quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie. C'est de faire. Goûter avant. Oui. Je n'ai pas de mots. Hein. C'est juste excellent. Laissons le chef et Maryse à leur dégustation. Pour remonter le temps avec Serge, du côté des Trois-Îlets. Je nous emmène au domaine de la pagerie, au musée de Pagerie, ancienne habitation où naquit Joséphine qui deviendra l'impératrice des Français. Vous avez bien entendu, Joséphine, la femme de Napoléon, est née ici. Bonjour. Bonjour Dominique. Bienvenue à la pagerie. Merci. De la pagerie, c'est le nom de jeune fille de Joséphine. De son vrai nom, Marie-Joseph Rose. Elle est née ici en 1763, dans une famille de riches colons qui exploitaient la canne à sucre. C'était une très grosse exploitation pour l'époque, 527 hectares, 325 esclaves. Et il venait de la Guinée, d'où le nom de la propriété, la Petite Guinée. À l'âge de 16 ans, la jeune créole quitte la Martinique pour Paris, où elle épouse un ami de la famille, Alexandre de Beauharnais. Pendant la Révolution, celui-ci est guillotiné. Veuve à 31 ans, elle rencontre alors un jeune général, un certain Bonaparte.
Tous les deux, ce sont deux Iliens. Napoléon qui est sur une petite île, Joséphine créole sur une petite île de la Martinique. Donc on va retrouver deux Iliens qui vont se rencontrer. Peut-être qu'il y aura cette magie des îles entre ces deux personnages. Une chose est sûre, ils se marient un an plus tard. 8 ans après, le 4 décembre 1804, Napoléon devient Napoléon Ier. Joséphine est sacrée impératrice des Français. Il y avait une négresse qui lui avait prédit ce destin. Il lui avait dit qu'elle serait plus que reine. Donc il semblerait que ces prédictions aient été réalisées. Très belle et cultivée, dit-on, Joséphine fréquente tous les salons à la mode. Elle y assume avec coquetterie son rôle de première dame. Donc là, dans la vitrine, on a sa pantoufle, le petit mouchoir brodé, la paire de bas et puis une reproduction d'un bijou qui lui appartenait. Ces différentes tenues étaient présentées au niveau de toutes les dynasties européennes et elle était l'ambassadrice de la France au niveau de la mode. Élégante, frivole et dépensière, Joséphine restera un personnage haut en couleur jusqu'à sa mort à l'âge de 51 ans. Direction à présent le nord de la Martinique, là où la nature se fait plus sauvage, plus dense. Au pied de la montagne pelée, dans un écrin de verdure, nous rejoignons Robert. Après la mangrove et la forêt sèche, il va nous faire découvrir un autre type de milieu naturel. Bonjour Alex. Bonjour Robert, tu vas bien? Bienvenue au domaine d'Émeraude. Le domaine d'Émeraude, c'est un parc de 24 hectares niché au cœur de la forêt tropicale humide. C'est quoi exactement une forêt tropicale? Alors c'est vrai que le monde est assez vaste. Donc bon, imaginez la Martinique, un petit point sur le globe terrestre. Après, donc on sait qu'on est situé très près de l'équateur. La grosse caractéristique, c'est pluie et soleil. Donc c'est ce que demande le végétal. Et tout ce qui est végétal en milieu tropical va avoir une croissance exponentielle. Donc la caractéristique de la forêt tropicale, c'est avoir une abondance de végétaux qui est due aux conditions climatiques. Cette forêt humide couvre environ 20% du territoire de la Martinique. On la retrouve essentiellement sur les reliefs du nord de l'île, là où la pluviométrie est la plus importante. Ici, en moyenne, il tombe près de 3 mètres d'eau par an. Logique que tout soit si vert et si luxuriant. Tu vois bien cette richesse au niveau de la végétation, donc tout ce qui est herbacé, tout ce qui est arbre, arbrisseaux, des lianes, mais aussi des épiphytes. Donc on va parler de jardin suspendu. La plante épiphyte, c'est une plante donc, qui va utiliser l'arbre comme support, mais sans pour autant détruire l'arbre. Donc elle s'accroche à l'arbre, elle va se nourrir, mais pas aux dépens de l'arbre. L'épiphyte n'est donc pas une plante parasite. La Martinique abrite près de 400 espèces d'arbres. C'est 3 fois plus qu'en métropole. Y a-t-il un danger pour circuler ici ou alors pour faire son jogging ou sa petite randonnée? Non, il n'y a pas de difficulté majeure, ni de danger majeur. La forêt tropicale, notamment celle de Martinique, n'est pas coiffée d'animaux agressifs. Donc le randonneur, paisiblement, donc il suit bien les balises au sol. Il va faire son circuit de randonnée sans trop de danger. Alors on va parler du botrope, donc notre serpent de Martinique, mais il est en général arboricole, donc il vit quand même le plus souvent dans l'arbre. Quelquefois, donc c'est vraiment très accidentel, il peut se retrouver au sol, mais c'est pas la bête qui est agressive. Vous l'aurez compris, côté faune, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Loin de l'image que l'on peut s'en faire, la forêt tropicale en Martinique est plutôt un havre de paix. Pour terminer notre voyage, retournons sur la presqu'île de la Caravelle. Dans ce décor champêtre, nous retrouvons Arnaud. On va visiter une exploitation qui s'appelle l'exploitation du Galion. C'est une exploitation qui fait bananes, cannes et élevage. Donc là, aujourd'hui, on va voir la partie élevage avec une espèce bien typique en Martinique qui s'appelle le zébu brahman. Bonjour André. Bienvenue à Sportourne. Merci. Merci de nous accueillir dans l'exploitation. André gère un troupeau de plus de 300 têtes sur 120 hectares de pâture. Allez, allez, allez. Non, ça suffit. C'est l'un des plus importants élevages de l'île. Alors André, dis-nous, le zébu brahman, c'est quoi exactement? Alors, le zébu brahman, c'est une race spéciale. Alors, pour les puristes, il faut savoir que ce n'est pas un bovin,
c'est un zébu, c'est une race à part entière. Donc ce qui caractérise la brahmane, c'est un mufle assez large, noir, une tête très large, des cornes un peu arrondies, des oreilles très longues et puis la bosse. Donc s'il n'y a pas de bosse, ce n'est pas un brahmane. D'origine indienne, le zébu brahmane a été introduit en Martinique dans les années 70. Les agriculteurs ont lancé ce type d'élevage pour se diversifier après l'effondrement de la canne à sucre et de la banane. Le zébu, il faut bien voir, ce ne sont pas des animaux très lourds, donc très bonne adaptation, et on parle même du 4x4 des savanes. Ah oui? C'est exceptionnel, c'est une race vraiment venue des dieux, je dirais, parce que s'adaptant aussi facilement, on peut produire de la viande à moindre coût. André croise ses femelles brahmanes avec des taureaux de type européen. Le but, optimiser les qualités bouchères. L'avantage du croisement européen, c'est-à-dire ajouter des taureaux européens sur la vache brahmane, c'est que nous avons pratiquement un gain de 150 à 250 kg sur le métis qui sortira de la vache brahmane et du taureau européen. Le croisement est pour une rentabilité et une chair qui est plus importante. Voilà, alors au niveau de la conformation de l'animal, elle est mieux conformée parce qu'elle prendra les gènes de l'européen. Tout en gardant la rusticité et les capacités d'adaptation de la mère. Le troupeau compte un taureau pour 40 femelles. Les naissances se font toute l'année. Avant l'âge de 3 semaines, les veaux doivent tous être marqués. Ça, c'est un numéro, c'est la seule bête en France qui porte ce numéro. 97.2, donc c'est le code du département. Et l'animal va le porter jusqu'à sa mort. C'est sa carte d'identité. C'est sa carte d'identité. On fait attention pour ne pas lui prendre les veines. Là, on met... Attends, Coco. Oui, attends, on ne va pas te faire mal. Et c'est fini. Il a son super numéro, 3528 à l'oreille. Pendant ce temps, c'est la file d'attente pour aller faire la toilette. Un spectacle qui n'a lieu que tous les 2 mois. Et le bain, alors, sert à quoi exactement? Eh bien, à enlever tous les parasites externes, c'est-à-dire mouches, tiques, puces, tout ce qui pourrait gêner l'animal. C'est parti. Ah ouais. Ah, c'est génial. Regardez. Non, mais c'est très intéressant. Alors, ça passionne énormément les enfants. Ah bah, moi, je suis un enfant, hein, parce que moi, ça me passionne. Hein. Voilà. Et là, ils font des plongeons. Il prend l'élan, c'est incroyable. Mais même le petit a suivi derrière. Et il se blesse jamais? Non. Les cornes sont luisantes, le poil propre, il est temps d'aller gambader. C'est un moment magnifique de voir tous les veaux gambader, les naissances le matin, c'est exceptionnel et c'est un vrai moment de plaisir de travailler aussi dans la nature. C'est un métier passionnant et j'invite aussi les jeunes à se lancer dans l'agriculture. C'est un très beau métier. Avec ses plages paradisiaques, sa forêt luxuriante, son histoire riche et passionnante, sa population généreuse et attachante, la Martinique ne pourra que vous charmer. Alors n'hésitez pas, pour vos prochaines vacances, partez découvrir ce petit coin de France au cœur des Antilles.